Retour sur les activités économiques qui ont marqué la semaine en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous suivez Kiosque Éco, vous faites bien de le faire. Merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro qui sera consacré avant tout à ces activités, cette reprise des activités au niveau de la CADECO, Goma. Que dire de cette reprise des activités? Nous parlerons également de ce collectif budgétaire 2025. Est-ce que le gouvernement a prévu la réduction du train de vie de 30%? Nous serons là pour commenter également les informations sur le code des assurances avec la révision telle que projetée par le ministère des Finances. Nous en parlerons et nous parlerons aussi surtout des réformes. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, je ne serai pas seul pour commenter ces différents sujets. Comme d'habitude, je reçois pour vous des journalistes. Je m'en vais déjà souhaiter la bienvenue à Monsieur Bienvenu, Bakoumania, bienvenue. Merci. Ça fait 3 bienvenus. Oui, vous êtes donc le bienvenu. Je suis le bienvenu et je suis heureux d'être là. À côté de vous, Amédée Moirabou, bienvenue. Merci. Gardi Diana, c'est un plaisir. Merci. Innocent Olenga, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer avec ce premier sujet qui nous ramène principalement à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. On parle ici de la reprise des activités de la CADECO. Goma, est-ce une arnaque ou on peut se le permettre? Non, on ne peut pas parler de la reprise des activités. La CADECO a toujours existé et c'est une succursale. Depuis la guerre, oui. on doit préciser. Bon, oui, on a relancé les activités de la CADECO à Goma. Ben, aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette relance serait la bienvenue. C'est une véritable arnaque. Ça rappelle aux Congolais les opérations Bindo, les opérations Ngouma qu'on a connues, des tristes mémoires qu'on a connues dans ce pays. Ces opérations consistaient à déposer de l'argent et au moment de retrait, c'est la Kalachnikov qui va vous être servie. Et cette arnaque risque également de perturber le système bancaire de la République et les systèmes bancaires du pays qui oseraient cautionner cette arnaque. Parce qu'il y a des velléités de certaines banques installées dans certains pays de pouvoir assurer la couverture de cette réouverture. Parce que les opérations bancaires, ce sont des opérations qui exigent beaucoup de garanties, qui exigent qu'il y ait des matelas qui puissent faire en sorte que les épargnants ne puissent pas perdre leur argent. Mais dans cette opération de Goma, c'est visiblement et c'est indiscutablement une arnaque. À quel niveau ça paraît une escroquerie? Mais la vérité, c'est que quand vous suivez la logique, pour des gens qui ont une forte activité minière, le souci, c'est de contrôler les flux monétaires dans ces circuits-là. L'absence du circuit financier est un handicap pour une administration fallacieuse comme ils ont essayé d'installer. Pour moi, c'est un prétexte pour aller vers le blanchiment de capitaux, à mon sens. Logiquement, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le contexte, je ne reviens pas sur ce qu'Amédée a évoqué, la Banque centrale n'a pas donné l'autorisation. La CADECO elle-même en tant qu'institution, il faut dire vrai, ce qui est à Goma, n'est qu'une représentation. Comment une représentation peut fonctionner? Comment cette représentation peut détenir de fonds et exercer l'activité bancaire sans être en phase avec la direction générale qui, selon la loi, est l'autorité suprême de chaque orientation financière pour une institution comme la Possible d'imaginer, Olinga, c'est une arnaque, c'est une opération mise en place. Possible d'imaginer une sorte de non-collaboration entre cette banque et la Banque centrale du Congo, tout en étant... D'abord, il ne faut pas aller vers la Banque centrale. D'abord, entre CADECO elle-même. Et là, au moins 76 succursales en RDC. Quelle interaction y aura-t-il entre d'abord les succursales de CADECO et d'autres banques? Déjà, la direction générale a remis en cause, les activités de la CADECO. Comme les amis l'ont soutenu, il y a un arc, c'est-à-dire les gens vont déposer leur argent, mais pour les retirer, on a affaire aux rebelles, hein. C'est votre argent, mais pour les retirer, on vous brandit l'arme. Donc ça sera une sorte d'arnaque. Et puis le blanchiment d'argent. Parce que c'est une zone où l'exploitation minière, comme nous l'avons dit, la guerre nous a imposé pour les besoins économiques. Cet argent, ils vont le garder là-bas. Mais ils auront difficile à fonctionner. Parce que les normes financières ne sont pas respectées. Quelles sont les grandes difficultés pour eux? Parce que l'argent, ils auront, ça c'est sûr. Ils ont déjà l'argent sale. À quel niveau ils seront contraints de ne pas être à même de fonctionner, comme vous le dites? Oui, ils seront contraints parce qu'il n'y a pas d'interaction. Les banques travaillent dans l'interaction. Ils vont se limiter seulement à Goma ou bien vont aller au Rwanda. S'ils ont l'idée d'aller au Rwanda, ça sera autre chose que la CADECO.
bien. La première difficulté, comme je l'ai dit, c'est d'abord la liquidité. C'est la Banque centrale qui fournit des billets de banque à toutes les institutions financières. Dès lors que les coffres de la Banque centrale sont bloqués dans cette partie, ils ne peuvent pas fonctionner. Voilà pourquoi ils ont lancé une opération. Autre chose. Son retrait. C'est pour gérer justement. Autre chose, c'est qu'il faut savoir que tous les gérants qui sont dans les coopératives d'épargne et de crédit, ils sont agréés par la Banque centrale. Donc, si l'AFC 123 s'hasarde à recruter de gérants vague et les mettre là pour qu'ils puissent opérer, mais ça ne peut pas marcher. Quel sera, pour travailler dans quel sera le gros risque une fois que ce forcing se poursuit? Non, je pense que... pour la population, mais aussi pour l'économie dans ce point de la capitale. Comme le ministre des Finances l'a dit, dernièrement quand on était en contact en échange avec lui, il a dit, il déconseille aux populations de ces coins de remettre leur argent aux rebelles. Parce que si vous remettez, tenez-vous bien que c'est de l'argent perdu, considéré comme perdu. Avec tous les problèmes que ces populations ont connus ces derniers temps, je ne vois pas ces gomatraciens il faut s'abstenir de faire des dépôts là-bas. Et à quoi bon faire des dépôts sans avoir la possibilité de retirer votre épargne? Le grand danger ici, c'est plutôt la population, comme on vient de dire. Il ne faudra pas s'hasarder à les mettre. Mais la question, j'ai comme l'impression aussi que c'est un stratagème. La Cadeco, par sa mission, c'est l'épargne d'abord, former sur la culture de l'épargne, mais aussi financer les grands projets. Et pour moi, c'est le maillon essentiel pour eux pour pouvoir aller dans les différentes opérations du blanchiment, mais aussi l'opération séduction. Ils sont contraints pour pouvoir mettre en place une administration, pour pouvoir organiser un circuit financier qui peut justifier, qui peut faire tenir une administration. Ils ont besoin d'une structure bancaire. Et donc, ils se servent de la Cadeco, mais pour la liquidité, je n'ai pas peur parce qu'ils vont utiliser les ressources en devises étrangères. Ils vont créer un marché avec le Rwanda. Le grand danger ici, c'est la population. Il faudra juste dire à la population que tout ce qui sera placé dans cette institution comme argent est considéré comme étant de l'argent perdu. Pourquoi ils parlent d'entrée sans retrait? Je crois qu'ils vont vouloir l'ouvrir après. C'est l'idée de se servir d'un matelas qui pourra à la suite servir de base pour blanchir leur argent. Et après, ils vont entrer dans l'opération. Vous pouvez retirer votre argent et comme bon leur semble. À ces niveaux-là, avec l'absence du contrôle, personne ne saura déterminer les sources et les origines du fond de cette institution. À ce niveau, que peut faire la Banque centrale pour décourager cette démarche, justement? Vous savez, je vais vous dire une vérité. Oui. La population est dans une zone occupée. Ne donnez pas beaucoup trop de pouvoir à la Banque centrale. Je crois que le pouvoir ici, il reviendrait à l'État général en matière de défense. Mais pour l'instant, en moins que sur le plateau, il y ait une solution, moi je ne vois pas parce qu'ils sont capables de contraindre cette population-là. Il ne faut pas oublier, ils sont dans des activités contrôlées. Vous êtes par exemple artisanat quelque part, on peut vous obliger à faire une obligation. Tout ce que vous récoltez comme argent, vous êtes obligé de reverser autant en termes d'épargne. La responsabilité de la Banque centrale est engagée. C'est étonnant que plusieurs jours après cette annonce, que la Banque centrale ne puisse pas réagir. C'est le ministre des Finances qui l'a dit comme ça, de manière informelle. En principe, il devait y avoir déjà un communiqué de la Banque centrale pour éclairer la réaction de la Cadeco. La Cadeco n'a pas attendu. Voilà. La Banque centrale qui est le régulateur. Et la Banque centrale devrait ajouter quand l'institution elle-même déjà puisque c'est la Banque centrale qui contrôle le système bancaire congolais, c'est la Banque centrale qui est l'autorité monétaire, c'est la Banque centrale qui agrée les banques. Et je pense que la Banque les silences de la Banque centrale est inquiétant, très inquiétant. Non, moi, je ne pense pas, parce qu'il y a déjà eu la réaction très rapide de la Cadeco. Je me pose la question, si la Banque centrale devrait réagir, c'est en quels termes que la Cadeco n'a pas évoqué? La Cadeco a évoqué exactement le cadre réglementaire et tout ce qui peut subvenir comme danger. Et au-delà de ça, la Banque centrale, quand on dit, au-delà de ces communiqués, quelle est la vraie responsabilité de la Banque centrale? D'interdire à Nanga de faire fonctionner cette banque? Moi, j'estime qu'il ne faut pas frapper sur la Banque centrale. Banque centrale. Non, pas très fort sur la Banque centrale. Parce que, à moins que je me trompe, la Cadeco, c'est un établissement public. Et s'il ne me trompe pas, il relève du ministère du portefeuille. Non, mais en tant qu'institution financière, c'est la Banque centrale. Non, mais lisez la présentation de la... À moins que je me trompe, moi j'ai pris le temps de lire. J'ai pris le temps de lire, la Cadeco relève du ministère du portefeuille, en tant qu'établissement de l'État.
Les restes, peut-être, sur les aspects techniques et consorts, comme il y a des ministères qui, administrativement, dépendent des ministères. Un peu comme le FONER. Oui, justement, et qui a plusieurs tutelles. Vont de l'autre côté. Vous direz une double tutelle. Bon, oui, il y en a comme ça. À moins que je trompe, mais c'est difficile. Mais pour améder le silence de la Banque centrale. Alors, mais la Banque centrale, c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas trop taper sur la Banque centrale, parce que Cadeco peut avoir aussi une autre tutelle. Écoutez, il n'est pas question de taper sur la Banque centrale. La Banque centrale, c'est l'institution qui régule, qui contrôle les systèmes financiers de la République démocratique. Les systèmes monétaires, pardon. Les systèmes monétaires de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il y a un acteur comme la Cadeco, dans une zone où il y a des activités économiques importantes, hein, on brasse beaucoup d'argent dans Goma, dans Bukavu, dans cette zone-là, il suffit qu'il y ait injection des capitaux aux origines douteuses pour que le système soit déréglé. Dans ce pays, on a connu une période où les banques n'étaient plus opérationnelles. Il ne faudrait pas que cette confiance qui renaît qui a pris du temps pour renaître auprès de la population envers les banques, il ne faudrait pas briser encore une fois cette confiance. Et je pense que le silence de la Banque centrale, elle est inquiétante. On peut tout dire, même si on caressait la Banque centrale dans le sens de poil, c'est de leur dire, mais faites au moins un communiqué. Ça va mobiliser également les partenaires extérieurs. Il ne faudrait pas que ça donne l'impression que la Cadeco est contre, la Cadeco est contre et que la Banque centrale tolère. C'est ce que ça donne comme impression. Très bien. On va passer à notre deuxième sujet qui nous renvoie d'ailleurs à cette déclaration du ministre des Finances qui nous oriente directement vers le collectif budgétaire 2025 avec ce que tout le monde attendait depuis la déclaration, l'annonce du chef de l'État, la réduction du train de vie. Aujourd'hui, le ministre des Finances confirme avec ces mots qu'il y aura pour ce collectif budgétaire 2025 une réduction de 30%. Alors, Amédée Moirabou, la question vous est directement adressée. Qu'est-ce que ça représente exactement? Puisque si nous parlons chiffres également, 30% de ce qui était prévu pour le fonctionnement des institutions, qu'est-ce que ça représente? Écoutez, d'abord, comme ce n'est pas encore passé au niveau du Conseil des ministres, donc on ne peut pas dire que c'est déjà officiel, mais il est vrai que les ministres de Finances, dans un échange avec les patrons de presse et les journalistes membres de l'ASBL Toile d'Araignée, il a donné une indication parce qu'il y a une question qui lui a été posée. Pourquoi est-ce que le gouvernement traîne à déposer les collectifs budgétaires au niveau de l'Assemblée nationale? Il a dit, on a déjà presque bouclé ces collectifs budgétaires. Il sera incessamment adopté en Conseil des ministres, en tout cas au courant de ce mois d'avril, et déposé par la suite à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'il dira que, pour se défendre, il a dit que nous avons opté pour une décote de 30% à ce qui concerne le frais de fonctionnement des institutions et des ministères. Alors, 30%, vous avez posé la question, ça représente quoi? Je sais que dans les budgets 2025, les frais de fonctionnement et des institutions et des ministères, c'est quasiment la même chose qu'en 2024, c'est-à-dire autour de 1,450 milliard de dollars. Pour les frais de fonctionnement seulement. Là, il n'y a pas il n'y a pas la rémunération, ouais. C'est juste les frais de fonctionnement. Alors, si vous prenez maintenant les 30% de ces 1,400 millions ou 400 millions, 1,450 millions de dollars, donc on est autour de plus ou moins 420 millions de dollars qui seraient captés avec la réduction du train de vie des institutions. Alors, moi, assez signifiant pour vous? Moi, vous savez, on a beaucoup débattu sur ces sujets et j'avais fait un article pour dire que si le gouvernement fait un travail rigoureux, sérieux sur la réduction du train de vie des institutions, il dégagerait au minimum 1 milliard de dollars. Au minimum 1 milliard de dollars. Mais là, avec juste 450 millions, c'est quand même pas. Non, c'est pas. Bon, c'est quelque chose. Mais c'est pas suffisamment. C'est pas suffisant. Puisqu'ici, nous avons quand même un budget de 16 milliards de dollars. Très bien. Les institutions budgétivores sont connues. Il y a la présidence de la République, il y a les gouvernements et puis il y a les parlements. Mais dans le tout, on défale de 30%. Je vous donne un exemple. Si vous allez au Sénat, parce que les contraintes politiques font que
les institutions ne fonctionnent pas correctement. Vous allez par exemple au Sénat, les cabinets du président, vice-président, ce sont des recommandations. Et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il semble qu'on était en train de traîner, de signer, parce qu'il y avait beaucoup de recommandations. Chaque sénateur lui recommande un membre, chaque membre d'un parti politique recommande des gens, à tel point qu'il se retrouve avec plus ou moins 500 personnes engagées. Et là, c'est le président lui-même. Et ça saigne les trésors. Vous prenez le vice-président, vous prenez le deuxième vice-président, vous prenez les questeurs, vous prenez les questeurs, chacun a un quota. Et ces gens-là, généralement, sont payés par, nous appelons, ils sont des Maboko Bank. Ils ne passent pas par les circuits bancaires. Et ils sont payés avec quoi? Avec les frais de fonctionnement. Même chose au cabinet ministériel. Le cabinet ministériel a une nomenclature des postes bien définis, qui ne dépassent pas une trentaine. Mais vous trouverez dans des cabinets, il y a des gens qui ne sont pas dans l'arrêté, mais qui sont payés par Maboko Bank. Et tout ça, ce sont des frais de fonctionnement sur lesquels les ministres qui est contraint par les présenteurs politiques fonctionnent. Alors, moi, je vois difficile. Et au niveau de la présidence, et au niveau des gouvernements, moi encore du Parlement, comment on va réduire les trains de vie. Ça, l'annonce est bonne, mais attendons la pratique qui sera un peu difficile. Dardidiana, est-ce que c'est lié aux effectifs, tel que le dit Innocent Olenga, ou c'est un travail qui s'est fait déjà en amont et le reste suivra? Je n'ai aucun lien à établir avec ce qu'Innocent Olenga vient d'évoquer, parce que pour moi, depuis le départ, je sentais une véritable... je sentais la difficulté du gouvernement de pouvoir aller dans la réduction de ses propres charges. Vous parlez de 30%, c'est vrai, Amédée évoque le chiffre, on ne va pas cracher sur les efforts du gouvernement. Pour moi, ça reste insignifiant. Et moi, je sais pourquoi ça reste insignifiant, parce que dès le départ, le process pour moi dérangé. Il est inconcevable de pouvoir aller dans l'idée d'un collectif budgétaire et demander, et retourner dans le format conférence budgétaire. C'est-à-dire que chacun doit dire où il faut couper. Je pense que cette méthode-là n'allait pas marcher, et effectivement, c'est ça le résultat pour moi. À la limite, pour moi, il fallait se référer sur les éléments de la conférence budgétaire et laisser la primeur à la première ministre de décider, et à la fin des comptes, un travail d'information avec les autres ministères. De lors qu'on demande aux ministres sectoriels de décider sur quelle ligne, sur quoi toucher, pour moi, c'était perdu d'avance. Et c'est ça la grande difficulté, qu'on arrive à peine à 30% seulement sur le frais de fonctionnement, alors qu'il y a suffisamment de ressources où on pouvait couper. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils font d'intervention urgente qui... Si je me rappelle bien, l'année passée, on était à près d'1 milliard. Aujourd'hui, on est à près d'1,7 milliard. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'on a touché à ces ressources-là? Question mark. On attendra peut-être le débat au niveau du Parlement, mais pour l'instant, ça, pour moi, c'est symptomatique de la difficulté dans la procédure établie pour pouvoir aller vers ces collectifs budgétaires. Bienvenue, Bakoumania. Ben, écoutez, moi, n'ayant pas les chiffres, parce que c'est encore au niveau des discussions, au niveau du gouvernement, en mon sens, je préfère plutôt dire un mot sur ce qui a poussé à ce qu'on puisse aller à ce collectif budgétaire. Il y a quand même cette volonté qui doit être soulignée. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec le Nord Kivu et le Sud Kivu qui échappent au contrôle du gouvernement central, c'est 4,5 millions de prévisions de recettes qu'on n'aura plus. 4,5% oui, sur les recettes internes. Soit ça fait un total de 900 quelques millions évoqués par c'est pas peu. Et de l'autre côté aussi, il y a les performances des régies financières. Au premier trimestre, ils ont réalisé 109% des assignations. On peut considérer qu'il y a eu des minorations et qu'aujourd'hui, on peut corriger dans le sens de la hausse et peut-être ça peut compenser les 4,5% de manque à gagner du fait du fait que les deux provinces en guerre échappent au contrôle du pouvoir public, du gouvernement central. Donc, c'est dire que le gouvernement est animé du souci de faire en sorte qu'il y ait adéquation entre ces projets et ce qui a été voté par les parlements. Parce qu'au niveau du contrôle, même au niveau des politiques publiques, il est difficile quand on n'a pas un budget qui cadre avec la réalité, qu'on puisse opérer des bons investissements, qu'on puisse opérer même des bonnes dépenses et même des bonnes affectations. Donc je pense que cette opération d'avoir un collectif budgétaire, c'est une opération qui tombe à point nommé et qui est justifiée.
Mais quand tu as entré dans les secrets des chiffres, moi j'attendrai encore. Quand Didier a dit qu'on pouvait en faire plus, j'aurais bien voulu avoir votre son de cloche à ce sujet. Oui, on peut faire plus si on veut que les gens se sacrifient. Et si on veut sacrifier certains postes budgétaires, c'est possible de faire aller plus. au-delà, ça risque d'asphyxier même. Non, Innocent le dit chaque jour, il répète ça à souhait. Les institutions comme suivi de l'accord. Conseil supérieur, avec jusqu'à aujourd'hui avec ces 2 millions. Ça sert à quoi? Est-ce qu'aller au-delà, ça ne risquerait pas d'asphyxier le fonctionnement des institutions? En ce moment-ci, au regard de priorités, tenant compte de la situation dans l'Est de la RDC, le gouvernement doit être cohérent. Avec l'occupation de nos 2 grandes villes de l'Est, dans le discours du président de la République, il a dit « Nous faisons face à une menace existentielle. Et donc nous devons changer de paradigme pour voir dans quelle mesure nous devons une fois pour toutes lancer une armée puissante, efficace, de manière à retrouver l'intégrité nationale de notre pays. » Mais la guerre ne devrait pas arrêter le fonctionnement des institutions. La sécurité, la défense de l'intégrité nationale aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Quand je disais tantôt que le gouvernement doit être cohérent, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où nous devons tout faire pour dégager suffisamment de fonds pour que nous puissions avoir les moyens de faire la guerre et de préserver l'intégrité du pays. La cohérence, c'est quoi, Guichon? Aujourd'hui, regarde par exemple, le discours du président, c'est le 29 janvier. L'application du collectif budgétaire, selon ce que le ministre disait, il dit c'est à partir du mois d'avril que ça va commencer. C'est à partir de ce mois d'avril. Mais je vous dis que si vous regardez les dépenses du gouvernement, à fin mars, à ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, mais ils sont en dépassement budgétaire. Oui. Donc, moi je pense que on doit réaliser que nous faisons face effectivement à une menace existentielle et qu'il faut faire tout pour dégager suffisamment de fonds le plus possible afin que le gouvernement puisse avoir les moyens de faire cette politique-là de la guerre, notamment. La cohérence, ça serait quoi? La cohérence, vous connaissez ma position par rapport au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de... C'est 47 postes 54. Voilà, une cinquantaine. Moi, j'avais fait un papier pour dire qu'avec la crise que nous avons, le pays a besoin d'un gouvernement efficace, d'une vingtaine de ministères. Mais Congo Challenge, qui est un think tank congolais très sérieux, dans sa revue de mars, il dit, en principe, on devrait réduire même à 10 ou 15 ministères. On a des ministères qui ne servent à rien. Vous pouvez me donner un seul résultat, par exemple, du ministère de la jeunesse? Alors, vous en connaissez un seul? Le ministère des personnes vivant avec handicap. Non, il est temps de réduire puisque quand on réduit suffisamment la taille du gouvernement, c'est des millions de dollars qui sont mis de côté, par exemple, pour faire la guerre. Qu'on remonte sur cette table l'un des débats qui a déjà fait objet d'un partage entre nous. On parlait du respect de la loi des finances, déjà, qui posait problème. Qui pose d'ailleurs problème. Est-ce que ça sera possible, c'est la question qui arrive, de respecter la réduction du train de vie de 30%, tenant compte de cette réalité de fait? Amédée vient de le dire clairement, non, il n'a pas mâché les mots. Pourquoi ne peut-on pas fusionner certains ministères? Pourquoi? Vous avez par exemple le ministère de l'Éducation. Ça ne dégagerait pas grand-chose. Non. Vous prenez enseignement supérieur, vous les séparez de la recherche scientifique. Vous créez des ministères, 2 secrétariats généraux avec tous les employés qui sont là-bas. Vous avez 2 cabinets différents avec chaque cabinet au moins 50 personnes. Ça fait combien? 100 personnes. Plus de 100 personnes. Alors tout ça, pourquoi on ne peut pas raisonner en ces termes-là? Pour réduire d'abord la taille du gouvernement, même au niveau des parlements, réduire les personnes. Parce qu'au Parlement, il y a des personnels permanents qui peuvent aider et les bureaux et les autres commissions à bien travailler. Pourquoi chaque député ou chaque doit avoir
un cabinet avec des personnes de son parti politique juste pour trouver de l'emploi aux gens. Et tout ça, c'est sur le dos du gouvernement, c'est sur le dos du trésor public. On peut raisonner scientifiquement et puis simplement, ça ne demande pas de la magie tout ça. Très bien. Alors, on va prendre notre troisième sujet. J'aimerais qu'on le prenne rapidement parce qu'on doit finir cette émission. J'aimerais qu'on parle du code des assurances avec cette proposition de révision. Pour quelle innovation, Gardidiana? Nous avons ici couvert des activités qui nous ont renvoyé vers la libéralisation du secteur des assurances. Aujourd'hui, il y a déjà une sorte de sollicitation, je dirais même une proposition pour la révision telle que proposée par le ministère des Finances. Est-ce nécessaire en ce moment-ci, au regard déjà du travail qui est fait par l'ARCA, et d'ailleurs salué par plus d'une personne? Est-ce nécessaire? Je crois que oui, c'est important au regard de quelques points que j'ai retrouvés dans le bouche de ce texte de modification. Il y a un point qui me retient, parce qu'il faut reconnaître que le prétexte, c'est justement à la suite de drames qui sont intervenus après les inondations à Kinshasa. On s'est rendu compte finalement que la population n'est pas très protégée et qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir aller vers une inclusion du marché des assurances. C'est le cheval de bataille de l'ARCA qui, depuis un certain moment, travaille avec les institutions. Il faut reconnaître que c'est un travail qui nécessitera beaucoup parce que quand on veut parler de la micro-assurance, il y a un préalable et c'est qu'il faut établir la culture. Parce qu'à ces niveaux ici, si la plupart des sociétés ne savent pas aller vers, parce qu'on se pose la question, quelle serait la quotité de la prime et à quelle fréquence cela sera payé pour indemniser quel type de dommages ou encore s'il faut assurer, à quelle hauteur. C'est un marché, je ne sais pas le dire parce que je n'ai pas des chiffres exacts, mais quand vous interrogez la plupart des acteurs, on dirait que c'est un marché assez faible en termes de capital. Ça veut dire qu'il faut commencer par écrire, pourtant le Congo a un vaste marché. On a une population assez dense, c'est vrai, avec une forte propension vers l'informel, mais qui joue quand même un rôle important dans les tissus économiques. Il faut trouver un moyen comment ces mamans la maraîchère, comment ceux qui tiennent l'économie à longueur de journée puissent se mettre également à l'abri de ces genres de drames-là. Et c'est un travail énorme, mais pour moi, le préalable, c'est bien qu'on aille, mais il faut commencer par instaurer une vraie culture. Je sais que l'ARCA s'est débrouillé dans ce travail-là, mais aussi, l'élément essentiel, c'est arriver à diversifier le mode de paiement. Quelles sont les aujourd'hui, innovations? je veux chuter, aujourd'hui aller vers la technologie est un moyen également de réduire la distance entre les sociétés d'assurance et les assujettis, et pour moi c'est aussi... J'aimerais que Linda puisse vous compléter justement en répondant à cette question. Quelles sont les innovations fortes qu'apporte cette proposition de loi? Bon, en suivant les porte-paroles du gouvernement, si je ne me trompe pas, on a parlé d'au moins 4 innovations qu'on apporte à ces codes. Il y a d'abord l'introduction de l'inclusion financière à travers l'intégration de la micro-assurance. Il y a la prise en compte de la nouvelle technologie des informations numériques. Il y a la diversification des moyens de paiement des primes. Et enfin, il y a les renforcements de la protection des droits des assurés. Et il y a la création de la direction des assurances pour les contrôles des assurances. Alors, dans tout ça, ce qui m'attire beaucoup plus, comme je l'avais dit la fois passée, c'est la numérisation. Si on parvient à bien numériser le système des assurances, et avec la vulgarisation, il y aura un peu de changement. Je vous ai donné la fois passée un simple exemple de l'assurance automobile. Au niveau de l'ARCA, si on parvenait, chaque société d'assurance, lorsqu'on souscrit la police d'assurance, elle met des données dans une banque numérique et directement ça arrive à ARCA, on saura à telle période l'assurance de Guy Chongu a expiré. C'est comme on le fait avec Canal Box ou Canal Plus, quand vous arrivez à terme, on vous envoie un message pour vous dire votre abonnement a expiré, si vous pouvez le renouveler. Et si on le fait comme ça, il y aura traçabilité. À partir des plaques d'immatriculation, on saura tel véhicule est en circulation, même s'il est assuré au Congo central et qu'il arrive à Kinshasa, la traçabilité est faisable et avec ces données numériques, c'est possible
de booster et de faire valoir les assurances auprès de la population qui ne connaît pas. La création aussi des micro-assurances, ça serait une innovation. Parce que les gens estiment que pour s'assurer, il faut beaucoup dépenser. J'ai échangé avec les amis de la SONAS la fois passée. Ils m'ont dit que peut-être les gens, et peut-être c'est aussi la faute à leur niveau de vulgarisation, l'assurance automobile, on peut la payer soit pour 3 mois, soit pour 6 mois, ou soit pour une année. Donc, à 3 mois, vous pouvez débourser 40 à 50 $. Vous êtes assuré. Et quand un malheur vous arrive, la SONAS peut intervenir. Si vous pouvez souscrire pour 6 mois, tant mieux pour vous. Si vous voulez aller à une année, ça dépend de votre bourse. Alors, s'il y a cette vulgarisation au niveau des sociétés d'assurance elles-mêmes d'abord, parce qu'il ne faut pas trop charger l'arcan. Les sociétés d'assurance, parce que c'est elles plutôt qui vendent les produits. Une vingtaine de produits, vous les mettez sur le marché. Il faut aussi une vulgarisation. Il faut une communication. Et à ce niveau-là, j'estime que c'est ce qui manque. Donc, si on booste la communication, la vulgarisation avec les nouvelles innovations de la micro-assurance, je pense que les gens vont s'intéresser et vont souscrire. Je vais tirer une phrase que j'ai prise de l'intervention tout à l'heure de Gardidiana, monsieur Bienvenu. Gardidi, il a parlé d'ailleurs du marché des assurances. Moi, j'aimerais qu'on parle de son évolution 10 ans après la libéralisation. Comment avez-vous apprécié l'évolution du marché des assurances? Ben, on l'avait évoqué long et en large à la dernière émission. On est parti des 67 millions mobilisés par les secteurs à 352 millions. Hein, c'est 400% d'amélioration. C'est quelque chose. Il faudrait même pas. Ce sont des performances que on devait normalement chanter. Mais seulement, il y a toujours des problèmes parce que 352 millions par rapport au potentiel, ça ne représente pas grand-chose. Mais pour autant, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Pendant les 10 années, on a vu qu'il y a eu une évolution exponentielle, comme on avait dit la dernière fois. Cette évolution exponentielle a fait qu'aujourd'hui, l'économie peut espérer recevoir des fonds qui viennent des assurances. Mais pour revenir au débat immédiat, c'est de dire également, pour moi, j'insiste sur les micro-assurances. En des termes simples, c'est de dire des assurances accessibles à tout le monde. Et lorsqu'on est dans une économie dominée essentiellement par l'informel, la micro-assurance peut permettre d'élargir l'assiette des assujettis. Et cet élargissement peut se faire par des moyens, et là c'est intéressant, par des moyens de paiement appropriés, un PESA, un Airtel Money, des moyens de paiement à la portée de la majorité des Congolais sans nécessairement se déplacer. C'est aussi un vrai problème. Quand on connaît les niveaux d'embouteillage qu'on connaît et des bouchons qu'on a dans la ville, donc de ce choix, on peut, de chez soi, voilà, j'y arrive, on peut payer une assurance avec son téléphone. Bienvenue parle du potentiel. Et ma question, qu'est-ce qui fait à ce que malgré ses potentiels, l'ARCA a toujours du mal à mobiliser voilà, suffisamment pour ce secteur des assurances? Bon, écoutez, l'effectivité de la libéralisation du secteur des assurances, c'est 6 ans. C'est-à-dire que c'est à partir de 2019 que l'ARCA a donné des agréments aux sociétés du secteur. Donc, en 6 ans, à partir des 68 millions, 66 millions, 67 millions de chiffres d'affaires jusqu'à atteindre 352 millions, c'est quand même plus de 450% de progression. Il y a eu quand même un pas. C'est vrai que... Je veux qu'on parle des contraintes de mobilisation. Justement, oui. Et effectivement, c'est-à-dire que, comme Bienvenu le disait, c'est-à-dire par rapport au potentiel de notre économie, c'est vrai que c'est un marché qui est encore faible parce que ça ne représente même pas, en fait, ça représente à peine 0,46% de notre PIB. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est un marché qui a encore une marge de progression parce que quand vous regardez les prévisions de l'ARCA, il projette d'atteindre un chiffre d'affaires allant de 1 milliard à 5 milliards de dollars d'ici à 2030. Mais pour ça, il faudra travailler, il faudra impliquer tous les acteurs du secteur. Et moi, j'ai toujours, comme je l'ai martelé la dernière fois, et pour moi,
l'État congolais, qui est l'agent économique, le premier agent économique, devrait s'impliquer davantage en faisant en sorte que les entreprises du portefeuille, les établissements publics et le bâtiment public puissent être ça doit assurés. commencer par le gouvernement. Voilà, les gouvernements devraient montrer cet exemple. Prêcher par l'exemple. Je disais que quand vous prenez le premier et le 20 plus grandes entreprises du portefeuille de l'État, c'est une capitalisation de 16 milliards de dollars. Alors si les 16 milliards, on pouvait même prendre une police, même pour 500 millions, déjà on doublerait le chiffre d'affaires actuel. Donc le gouvernement a un rôle clé à jouer pour la croissance de ce secteur, mais pas que ça, puisque un des défis, Innocent Olenga l'a relevé, c'est que nous n'avons pas encore atteint cette culture-là des assurances. Et malheureusement aussi, les acteurs du secteur, ils n'ont pas jusque-là fait suffisamment pour que chaque Congolais comprenne l'importance des assurances. Regardez les dernières catastrophes que nous avons connues à Kinshasa avec des inondations. Et voilà. Donc beaucoup de gens, peut-être, ils ont perdu les maisons dont les murs se sont écroulés et tout. Mais combien avaient des assurances ? Combien avaient des assurances? Il y avait des véhicules qui ont été emportés par les eaux et tout. Combien avait l'assurance? Donc, il est important, l'ARCA, en tant que le régulateur du secteur, de donner cette impulsion-là, de manière que tous les acteurs, puisqu'aujourd'hui, on est parti de la SONAS, le seul acteur, mais aujourd'hui, on en a une cinquantaine d'acteurs, dont une dizaine de sociétés d'assurance, plus les sociétés de courtage. Il faudrait que tous ces acteurs s'impliquent pour la vulgarisation de la culture des assurances. Depuis la libéralisation du secteur des assurances, avec le code notamment, le marché des assurances en RDC est jeune et propose plusieurs opportunités. Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que le gros assureur traîne encore le pas? Non, on ne traîne pas les pas comme vous le dites. Le gros assureur. Oui, les gros assureurs, ils viendront. Et là, mon regard s'oriente vers l'assurance dans les secteurs miniers et le reste. La fois passée, nous avons dit que c'est un marché qui vient de naître. Il y a les assureurs que nous avons. Les miniers, comme je le disais la fois passée, ne peuvent pas avoir les prétextes de dire non, voilà, les assureurs ne sont pas à notre niveau. On peut prendre 2 ou 3 assureurs au même moment. Si on estime que les risques sont gros, on peut aller à 2 ou 3. Nous avons déjà les assureurs. Les gros viendront, comme Amédée l'a dit la fois passée. Il faut que le gouvernement s'implique, par exemple, pour la construction du nouvel aéroport, la construction du port à eau profonde. Amédée l'a dit, il avait proposé la fois passée et je pense que le message était passé. Donc il faut que l'État s'implique pour persuader les gens à venir investir. Par exemple, avec les projets que Amédée a donné la fois passée, c'est en termes de milliards de dollars. Donc si on n'a pas un assureur sûr, il ne peut pas venir. L'État doit aider ARCA, parce que c'est l'État qui a créé l'ARCA. Il doit aider ARCA à solliciter avec son intervention, parce qu'il y a des choses qui se font entre État et État. À ce niveau-là, je pense que les investisseurs en assurance peuvent venir au Congo. Gandhiana, Olenga parle de cet État qui doit persuader, mais quand on parle de l'État, dans le secteur des assurances, c'est encore l'ARCA qu'il faut remettre en avant-plan parce qu'il représente justement les intérêts de l'État. Est-ce que la politique de l'ARCA met cet aspect des choses en avant-plan? Persuader les gros assureurs à venir investir en République démocratique du Congo? L'ARCA peut persuader les gros investisseurs à venir, mais il y a un contexte qu'on appelle le climat d'affaires. Vous savez, quand vous évoquez le secteur pourvoyeur du Trésor public, le secteur minier, je suis prêt à vous dire que ce n'est pas un secteur clean à ces niveaux-là. C'est vrai, il y a des gros capitaux, mais le problème c'est que c'est un secteur aujourd'hui, je ne veux pas prendre le risque de dire qu'il y a beaucoup à dire sur ces secteurs-là, et ce qui fait que les gens savent évaluer. Il est sûr, c'est que les gros investisseurs peuvent arriver, mais on a aujourd'hui la possibilité de la réassurance. Ne serait-ce qu'à ces niveaux-là, on a encore une possibilité de pouvoir commencer. Pour moi, la réassurance est un élément essentiel de conviction et de marketing du marché des assurances de la RDC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les risques sont gros et qu'en face on a un gros poisson, on peut utiliser justement une société d'assurance qui se fait
accompagné, encore qui s'est fait parrainer par une grosse société. Ici ou en dehors de la République, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais à ces niveaux-là, c'est généralement les démarches qui nous permettront de juger de la sérieuxité de ce marché-là. Et puis, vous parlez d'un marché qui est encore jeune. En 6 ans, soyons un peu patients. Le problème, c'est qu'on a une difficulté. On part d'un secteur où, même avec les grosses sociétés, la culture de l'assurance est un sérieux problème. Donc, ça veut dire que soyons un peu plus patients. Les choses vont évoluer peut-être pour le mieux. Aujourd'hui, c'est vrai, on en a une 50aine. Et qui sait demain, peut-être avec le travail qui est fait sur le champ, les grosses sociétés peuvent arriver. Donc, pour moi, il y a encore de marge où on peut voir, mais la vérité, c'est que j'insiste sur ce que je dis. Il faut faire comprendre aux Congolais qu'il existe un marché. L'assurance est un élément essentiel et vital, mais pour ça, il faut un travail, un accompagnement de l'État. Mais au-delà de ça, on a parlé des sociétés d'assurance. Je vous ai dit ici encore une fois de plus, quand on est société commerciale, on dépense en tenant compte de la réalité du terrain. Aujourd'hui, je pense que si on veut amener les sociétés d'assurance à ce travail des promotions du secteur des assurances, il faudra qu'à un moment donné qu'on essaye de taper du poing sur la table. Parce que si on le laisse dans la culture commerciale, quand ils savent que c'est un marché qui a certes des potentiels mais qui reste encore faible, beaucoup n'auront pas le souci ou l'orientation d'aller vers ça. Et pour moi, l'État doit jouer le premier rôle, mais aussi tirer les autres dans ce travail-là. Mais sinon, le reste viendra. Très bien. Oui, juste parce que j'ai senti les amis aller vers les gros assureurs qui doivent venir, les gros investisseurs qui doivent... Mais je pense que le vrai travail, et c'est ce que cette loi, cette proposition de loi de modification apporte, c'est ce travail de démocratisation des assurances. On veut que l'assurance descende vers les plus petits opérateurs économiques. Déjà à l'interne, nous devons le plus petit opérateur économique suffisamment mobiliser. La maman qui vend du pain, la maman qui vend au grand marché doit s'assurer. Imaginons seulement si on a 10 millions de personnes qui s'assurent pour... non, 10 millions c'est trop. 10 000 personnes qui s'assurent pour $100. Ben, on peut être à 100 millions de dollars américains mobilisés. Et imaginez si on peut en avoir 10 millions, c'est $1 milliard que nous pouvons mobiliser simplement avec la majorité de ceux qui sont dans l'informel. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit, il a martelé sur l'importance et l'intérêt de se faire assurer. Et lors de son discours face à la crise... Imaginez ce qui vient de s'arriver. Et justement, c'est pour annoncer notre tout dernier sujet. Oui, juste dire un mot. Ce qui vient d'arriver. Des catastrophes naturelles. Certainement, les commerces ont été atteints. De nombreux commerces ont été atteints. Mais si quelqu'un s'était assuré pour $100 et que demain, la société d'assurance remet son commerce avec un capital de $1 000, $2 000, je pense qu'à ce moment-là, les gens vont comprendre que l'assurance est quelque chose d'important. C'est pourquoi nous avons martelé sur la vulgarisation. Très bien. Et puisque vous avez la parole... On a beaucoup martelé sur la vulgarisation, parce que même nous-mêmes, la fois passée, nous sommes dit autour de cette table, l'assurance véhicule, c'est tout au plus $300. Est-ce que nous manquons $300 pour assurer les véhicules? Mais nous ne les faisons pas pour... Est-ce que tu manques, toi? Tu manques. Vous êtes cité vous-même comme mauvais. Non, justement, c'est un problème de culture. Donc, il faut réveiller cette culture-là par la vulgarisation, par la promotion. Je pense que le mot du chef de l'État pourra titiller cette envie aux Congolais de prendre le goût à s'assurer régulièrement. Catastrophe naturelle, on en parle. Comment faire pour mieux gérer et prévenir ces catastrophes? Parlons de Kinshasa. Avant tout, puisque vous aviez la parole, je vous la redonne et on va faire le tour des tables. Mais écoutez, ces drames qui est arrivé à la capitale devraient nous pousser à réfléchir sur comment aménager les espaces. Je pense que le vrai problème commence par là. Les espaces ne sont pas suffisamment aménagés. Nous avons tout un ministère d'aménagement du territoire qui fait de manière excellente son travail. Vous ne pouvez pas le dire. C'est vous qui le dites, je ne compte pas le juger. Mais moi, je vois les conséquences sur le terrain. Il a hérité d'une situation. Il ne faut pas se cacher de la vérité. Il a hérité d'une situation, mais il faut corriger cette situation qui est anormale. Qu'est-ce que vous faites de tous les plans d'aménagement qui existent? Comment est-ce que les gens peuvent construire? Comment est-ce que les gens peuvent construire là où c'est interdit? Comment est-ce que les gens peuvent construire sur des conducteurs d'eau, des évacuations d'eau vers des eaux usées? Je pense que ce sont des choses, des petites choses pareilles. Pour moi, le quartier Ndanou, il faut le raser. Il faut le raser. C'est un quartier à problème. Il y a plus de problèmes à résoudre que la présence de ces quartiers à cet endroit-là résout.
Il faut relocaliser toutes les personnes qui sont dans les quartiers Ndanou, par exemple. Certains disent même Lingouala aussi. Les longs des rivières, ben, il faut 40 mètres, ben, il faut respecter. Ce sont des petites choses qu'on n'a pas faites. Et aussi, à l'État, à la ville de Kinshasa, c'est aussi de construire des caniveaux, des canalisations, la canalisation d'eau, pour qu'on puisse les drainer vers des endroits appropriés. Ça ne se fait pas. C'est un travail du ministère de l'Aménagement du Territoire. C'est aussi un travail. C'est aussi un travail. Qui s'est fait ou pas? Ben, ce travail ne se fait presque pas, à mon sens. C'est aussi un travail de la mairie de Kinshasa. Le tête de ville doit également se pencher. Est-ce que le problème est à ce niveau-là, Amédée Morabli? Le problème est plus profond que ça, mon cher Kichung. Vous savez, j'ai suivi un pasteur qui parlait d'une folie immobilière à Kinshasa. En fait, le boom immobilier. Folie immobilière, c'est-à-dire on construit en désordre n'importe où, n'importe quoi, avec n'importe quel matériau, sans aucun respect des normes. Est-ce qu'il y a-t-il même des normes? C'est déjà ça la question. Il n'y a pas de plan d'aménagement de Kinshasa qui existe et qui est mis en œuvre. L'autre fois, je parlais ici, j'ai fait toujours référence, parce que c'est quand même un document très important que Adolphe Muzito avait produit, sa 6e tribune sur Kinshasa. Kinshasa, l'enfer au paradis. Une vraie prophétie. Voilà, c'est une tribune qu'il a rédigée en 2015, et il disait que si d'ici 10 ans, les politiques publiques ne suivent pas pour aménager convenablement cette ville, nous allons basculer en enfer. Regardez ce qu'on a vécu, les catastrophes qu'on a vécues. Les embouteillages au quotidien. Regardez les catastrophes qu'on a vécues. Tout ça parce que durant ces 10 ans, rien de consistant n'a été fait. Au fait, nous devons construire notre pays, Guichoum. Toutes les grandes villes qui existent dans ce pays sont les villes héritées de la colonisation, du colon et tout. Puisque vous aimez bien le dire, pour régler ce problème, une fois et une bonne fois pour toutes. Le ministère de l'aménagement doit faire son travail. Il faut produire un plan national d'aménagement du territoire et de plan sectoriel d'aménagement de chaque ville. Et c'est là qu'on verra où devons-nous construire les habitations, où devons-nous construire les usines, où devons-nous construire, je sais pas moi, les parcs et autres, où nous devons garder les forêts vierges. C'est ça, en fait. C'est ça qui manque. Et tant qu'on n'a pas ces plans d'aménagement, enfin, nous construisons comme ça, en désordre, voilà, une folie immobilière comme... Innocent Olenga. Guichoum, je vous ai vu noter. J'habite Bandal. Oh, je vous ai vu noter. J'habite Bandal. Chez nous, quand même, il y a des caniveaux. Donc, il faut féliciter le plan d'aménagement. Le colon belge qui ne sont pas curés régulièrement. J'arrive. Ouais. Il y a des caniveaux. Bouchés. Mais lorsqu'il pleut, sortez, regardez si ces caniveaux-là parviennent à contenir de l'eau. Ils sont débordés. Donc, l'eau quitte les caniveaux qui sont invisibles et l'eau emprunte la chaussée. Pourquoi? Parce que les caniveaux sont bouchés. Bouchés avec quoi? Les bouteilles en plastique. Allez sur la rivière Makelele. Vous pouvez marcher, vous pouvez traverser cette rivière-là sans de responsabilité. Justement, c'est notre indiscipline. C'est notre indiscipline d'abord qui fait que les inondations nous envahissent. Notre indiscipline, propre indiscipline. Et là, il faut des méthodes fortes. S'il faut parler d'abord de l'urbanisation. Vous savez comment ça se passe? À Mongafoula, les chefs coutumiers qu'on sort, sur un versant, ils octroient des parcelles. Les gens achètent en désordre. On ne trace pas même des avenues. On ne commence pas par la canalisation. Chacun s'occupe de sa portion pour construire. On construit. Il y a des tôles, pas de canalisation. 3 ans après, c'est les ravins qui a acquis. Mais il y a quand même un service de l'État qui doit faire voilà la faiblesse maintenant des services étatiques. Les gens s'octroient déjà des parcelles achetées auprès des chefs coutumiers. Ils ont des documents. C'est à ce moment-là que les services de cadastre arrivent. Pour faire quoi? Valider. Pour valider. Il n'y a pas de plan. Le ministère des Affaires foncières et le reste. Or,
pour ailleurs. Et on valide même dans les zones où on ne devait pas construire. On ne devait pas construire. Or, dans des pays civilisés, on trace une portion à lotir, on envoie d'abord les services qui vous tracent des caniveaux, qui font, comme on l'a fait avec Maman Mobutu. Maman Mobutu, avant de construire, on a procédé d'abord par les traçages des caniveaux, la construction et consort, et on a construit des maisons, parce que c'est l'État lui-même qui l'avait fait. Il n'y a pas de problème au niveau de Maman Mobutu. Il n'y a pas de problème au niveau de Montfleury. C'est parce que ça a été urbanisé. Mais lorsqu'il y a l'anarchie, les gens vous construisent. Sur mon avenue, à Solongo. Quand vous prenez à Solongo juste aller vers l'école là, avant d'aller vers les terrains Allemagne, il y a eu des bâtiments, des immeubles qui ont poussé. Les eaux de ces immeubles vont où? Pas de canalisation. Gardidiana. Et qui ont donné les permis de construire? C'est l'État. C'est l'État. À qui profitent ces désordres? Le Guichungu, permets-moi de me repentir d'abord un tout petit peu. Vous repentir? Oui, vis-à-vis de amis. Je suis le seul qui, depuis toujours, défendait la nécessité d'un ministère de l'aménagement du territoire. J'ai toujours dit aux gens, entre affaires foncières qui est dans l'octroi, entre l'urbanisme et l'habitat qui veille sur le nord, l'aménagement du territoire et l'intersection entre la rénovation de la ville et le développement durable. Malgré l'abondance de la matière, malgré la présence du plan national stratégique de développement qui regorge suffisamment d'éléments pour repenser non seulement Kinshasa, les grandes villes et la République de demain, vous parlez de plans d'aménagement, je vous mets à un défi, présentez-nous, il existe où? Et ça a été créé au ministère d'aménagement du territoire. Ça n'existe pas, papa. Chez qui? Je vais évoquer un deuxième élément. Kinshasa, situé à la rive gauche du fleuve Congo, a une vingtaine de rivières. Dans la logique, c'est pour veiller le fait que les débordements, c'est pour évacuer les eaux. Mais naturellement, on a hérité de cette vingtaine de rivières. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des gens qui ont construit sur des rivières. Je vous parle. Vous voyez le pont Tamboué sur Bandal. Il y a une rivière qui nous traverse. Ça dit, si je suis dans le balcon derrière ma maison, il y a quelqu'un qui a pris une grande partie de la rivière. À qui profite le désordre? C'est la question. Puisque aujourd'hui, c'est tout le monde qui est victime. Les désordres profitent à ceux qui mettent de l'argent en poche. Commençons par les sous-divisions au niveau de l'urbanisme et habitat et comment on appelle, affaires foncières, et également la léthargie de l'État. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est ceux qui mettent là. Seuls les gens qui mettent de l'argent pour octroyer n'importe comment, pour ne pas veiller sur les normes, ce sont les seuls à qui ils profitent. Et heureusement qu'on évoque ici la tribune de Mozitu. Cette tribune-là, si vous lisez, vous verrez que c'est, on dirait une prophétie, on dirait un pasteur. Point par point, on arrive exactement. Et aujourd'hui, la solution, c'est quoi? Guichungu. La plupart des villes qui ont été dans la même configuration que Kinshasa il y a des années, ont repensé d'autres villes. Ouais. Vous avez une ville enclavée. Imaginez pour à peine 5 millions d'habitants, on est à 12, à 15 millions, à 17 millions. Il faut désengorger Kinshasa. Il faut désengorger Kinshasa. Sinon, on risque d'être des sardines confinées dans une boîte. Et ça deviendra invivable. Et déjà, elle est invivable. Il est inconcevable aujourd'hui de ne pas parler de la reconstruction de la ville de Kinshasa. C'est une nécessité. Vous savez, à Bandal. Vous aimez bien Bandal, hein? Oui, parce que je suis né là-bas. Ok. On commence à morceler même dans les tunnels. Les tunnels. Donc on a morcelé, les héritiers ont morcelé. Ils n'ont plus à morceler. Maintenant, on commence à vendre les derrière des tunnels. Et oui, il y en a. Vous verrez quelqu'un. Il n'y a plus autant de tunnels à notaire. Un petit immeuble comme ça, vous regardez, mais est-ce que ça va résister? Il y en a un juste à côté de vous. Il faut donc des solutions gendarmes pour pallier le problème. Il y a des quartiers, il y a des quartiers vraiment à Kinshasa qu'il faut raser. L'État est sérieux. Ce sont des décisions fortes et impopulaires, mais il faut les appliquer. C'est résoudre un problème en créant un autre. Non, les quartiers Ndami, une partie du quartier Petro-Congo aux abords de la rivière Ndjili. C'est des quartiers à raser complètement et on a suffisamment d'espace parce que Kinshasa n'est habité qu'à moins de 20%. On a suffisamment d'espace pour reloger ces gens-là et relotir. Mais seulement la difficulté, c'est que pour être juste,
les pôles de développement est resté le centre-ville. Si vous le mettez de l'autre côté, il faut trouver comment. C'est là où il y a la nécessité de repenser cette ville de Kinshasa. Il faut donc des mesures gendarmes, je le dis. Pas du tout. Il faut plutôt construire une autre Kinshasa. Et c'est dans la partie est. Là où il y a 80% des terres, il faut construire des ministères là-bas, construire des centres commerciaux, délocaliser les activités vers... les autres l'ont fait. Je pense que Mouzito, dans sa tribune, propose ça aussi. Exactement. Les autres l'ont fait. L'extension de la ville de Kinshasa. Pourquoi pas la présidence de la République s'est délocalisée? L'armée a déjà commencé. L'état-major général de l'armée est en train d'être construit dans la partie est. Quand vous arrivez à Rome, vous trouvez la vieille Rome, elle est là, avec les vieilles bâtisses là, et ça existe, on a gardé. Vous verrez quand vous sortez de Rome, c'est pareil. Au Caire, c'est pareil. Même à Paris. Les gosses, c'est pareil. L'Angola est à Abidjan, c'est Abidjan. Alors, on va donner quelques portions de minutes à Amédée. Oui. Rapidement, puisque la caricature vous attend. En 2006, j'avais fait un papier sur l'urbanisation en République démocratique du Congo. Je suis tombé sur un rapport du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui parlait déjà à cette époque-là, au début des années 2000, que la RDC, l'État congolais, devrait construire chaque année au moins 500 000 logements chaque année pendant 10 ans pour résorber les gaps en logement décent dans le pays. Nous sommes en 2006. Aujourd'hui, en 2025, on n'en a même pas construit 50 000. Donc, imaginez les gaps que nous avons en ce qui concerne les logements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement doit mettre les paquets pour que nous puissions construire de nouvelles villes. Nous avons 80% de la ville de la capitale Kinshasa qui est vide là-bas. C'est là que la ville devait s'étendre vers là-bas. Mais il faut des moyens publics. Très bien. Et il faut une volonté politique, plus que jusque-là, il n'y en a pas. Et au lieu de reconstruire, on envoie des gens prendre des gens au dos pendant les catastrophes. Donc, pour moi, avant même de casser, de raser des cités, il faut d'abord en construire. Voilà, elle est déjà justement derrière moi, elle vient de s'afficher, la caricature. On voit, Yananga est une fabrication de Kabila, Kabila est une fabrication de Kagame. Bon, je ne fais que lire ce qui est écrit. Je préfère pas sourcer cette caricature. L'auteur se connaît et se reconnaît en même temps. Il déposte RDC, Rwanda, et puis on voit comment les gens se sentent... Qu'est-ce qu'on va dire, Olenga? Bon, parce que nous sommes dans une émission d'économie, des finances, économiquement parlant, ça a un message. Parce que la guerre qui nous est imposée à l'est de la RDC ou dans l'est de la RDC, c'est une guerre économique. Et là, on voit les parrains, les vrais parrains qui transportent l'autre qui a été... Selon la caricature. Selon la caricature. Les vrais parrains, c'est Kagame, qui transporte l'autre qui a été accusé par les chefs de l'État, sans mâcher les mots, et qui était le véritable parrain du M23, et c'est le M23 qui porte la Kalachnikov. Oui. Alors, dans les pontins au-dessus de... Avec sa Kalachnikov pour venir faciliter le pillage des minéraux de la RDC. C'est comme ça que moi je comprends cette caricature. Économiquement et financièrement. Moi j'ai vu le point commun, la barbe blanche, mais bon, je n'entre pas dans ça. La vérité c'est que... Ok, la barbe blanche. Oui. Mais pour moi, je crois que c'est vrai, on peut donner des orientations économiques. Cette caricature est extrêmement politique, dans le sens où on définit la chaîne de commandement du mouvement rebelle. Il y a Kagame, il y a l'accusé par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, et puis Corneille Nangaa aujourd'hui, qui n'est plus à présenter. Mais pour moi, ça relève des approches un peu plus politiques. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, Kagame, avec tout celui qui s'est mis autour, est en train de tuer et d'épier la République. Il faudra que ça cesse. C'est l'élément essentiel pour nous. Très bien. Bienvenue. Mais écoutez, si je vois là, c'est mon frère Augustin Kabouya qui pointe. Vous l'avez reconnu? Oui, comment vous faites? Je reconnais. Par les dires. Il dépasse, c'est par la forme de la dépasse. C'est l'UDPS qui accuse le vrai auteur de la prédation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette prédation, malheureusement, fauche des vies humaines. Et c'est regrettable parce qu'on ne peut pas, comme ça, pour puiser
des richesses, des ressources naturelles, tuer des milliers de gens. Amédée Mourabou, ça ne sera pas des chiffres en tout cas pour cette fois-ci. Hein? Non, mais c'est dommage que depuis 30 ans, on trouve des visages congolais pour perpétrer les pillages de nos ressources. Moi, je pense que la bonne interprétation qu'il faut donner ou qu'il faut coller à cette caricature, c'est que comment faisons-nous pour arrêter tout ça? Et je pense que nous faisons des accusations et des dénonciations. Voilà, on ne doit pas continuer à accuser. Nous devons tout faire pour barrer la route pour que cette aventure criminelle de pillage de nos ressources puisse en tout cas s'estomper. C'est le plus important. Merci Gardidiana, Olenga, bienvenue. Merci. Et Amédée Mourabou de votre disponibilité. Merci à vous, chers téléspectateurs dont nous avons suivi. C'était donc votre émission Kiosque. Prenez rendez-vous pour le prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.